Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire, une nouvelle thématique, nouveau webinaire d'Imiconsult, une nouvelle thématique autour de l'IA Act. L'IA Act sans prise de tête parce qu'on s'est rendu compte que c'était une vraie problématique en fait pour les entreprises et surtout les petites entreprises de savoir qu'est-ce qu'on fait de l'IA Act, qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qui pourrait éventuellement nous tomber dessus et quelles pourraient être les opportunités qu'on pourrait avoir finalement via l'IA Act, on ne sait pas. Ce sera la réponse de Solène à la fin de cette présentation. Donc moi je suis Martine Lespan, je suis la présidente de Numiconsult, qui est une société de conseil et d'accompagnement à la transition numérique des petites entreprises, donc des indépendants, des TPE, des PME. Et je me suis appuyée, comme je ne connais pas tout, je me suis appuyée sur des professionnels de l'informatique et du digital que j'ai moi-même référencés et dont deux sont parmi nous aujourd'hui. Donc, il y a Solène Séché de Calalian Consulting. Bonjour, c'est Solène. Bonjour. Et Natacha de Ressand de mon agence IA. Bonjour Natacha. Bonjour à tous. Donc, Solène est spécialiste IA Act et conformité réglementaire et Natacha est spécialiste expert en automatisation et IA opérationnelle. Donc, avant de commencer, peut-être on pourrait passer à la slide suivante. Je vais donner quelques éléments. Donc, Numiconsult, c'est un réseau d'experts qui a été fondé en 2019, qui accompagne les entreprises à distance ou en présentiel et qui couvre plus de 220 domaines d'expertise. Les domaines d'expertise sont l'informatique d'une part, en fait que tous les sujets qui sont intégrés, qui sont traités dans les entreprises aujourd'hui, l'infogérance, le cloud computing, la cybersécurité, le RGPD, je pourrais ajouter l'IA Act, l'hébergement, les logiciels, le développement de logiciels, le développement et l'automatisation. Et pour la partie digitale, ça va de la mise en place d'une stratégie digitale jusqu'au référencement payant, en passant par l'intégration d'outils IA dans son activité. Et pour finir, un troisième volet, après l'informatique et digitale, nous travaillons aussi les sujets de numérique responsable. C'est dans l'ADN de Numiconsult que d'aider les utilisateurs du numérique à mieux utiliser les outils, à la fois pour gagner en performance, pour être plus à l'aise sur les outils, pour devenir autonome, et aussi pour réduire son empreinte numérique. Donc, trois offres chez Numiconsult. Donc, NumiSuccès, qui est un accompagnement complet à la transition numérique de l'entreprise, des prestations qui vous sont proposées sous forme de courtage en numérique que je réalise auprès de notre réseau, et des formations pour vous aider à gagner en compétences dans le numérique et l'IA. Donc maintenant, notre sujet du jour, l'IA sans prise de tête. Donc comment intégrer en fait les nouvelles règles européennes quand on est une petite entreprise, tout en travaillant et bénéficiant en fait des avantages de l'IA. C'est ce qu'on va voir tout de suite après. Donc, Natacha va commencer cette présentation en vous expliquant ce qu'est réellement l'IA. Solène, je pense, prendra la parole pour vous présenter l'IA Act. Et puis, elles ont choisi, en fait, suite à leurs différentes expériences professionnelles et les interactions qu'elles ont régulièrement et journellement avec leurs clients, elles ont choisi de traiter 3 cas qu'elles rencontrent régulièrement. Donc, la prospection commerciale, le recrutement et l'utilisation de ChatGPT dans les entreprises. Alors, Natacha. Merci. Aujourd'hui, on voit que l'IA, c'est un grand sujet parce que beaucoup d'entreprises utilisent déjà l'IA au quotidien, mais elles ne s'en rendent pas forcément compte. L'IA, c'est un domaine qui est tellement large, c'est tellement intégré à tous nos outils au quotidien qu'il faut vraiment se poser la question où est-ce que l'on utilise de l'intelligence artificielle, même si ce n'est pas forcément déjà inné. Ça peut être donc dans ChatGPT, Claude, qui sont des outils qui sont maintenant de plus en plus intégrés aux entreprises. Ça va aller du simple « je vais faire relire mon email pour corriger les fautes d'orthographe » à « je vais aller automatiser un petit peu
tout, donc en passant par des agents IA. C'est aussi la différence entre l'intelligence artificielle et l'automatisation. Et là, il y a donc une subtilité vraiment fondamentale. D'un côté, il y a l'intelligence artificielle. C'est elle qui va être en mesure de pouvoir nous faire une synthèse, de nous créer un contenu. Il y a plusieurs types d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il va y avoir les intelligences artificielles qui vont être conversationnelles et celles avec lesquelles on va pouvoir aussi générer du son, des vidéos, des images. Et aux côtés de ça, il y a l'automatisation. L'automatisation, c'est un domaine qui existe depuis plus de 30 ans en termes d'informatique. Le fait d'avoir un tableau Excel avec une macro ou des formules, c'est déjà une forme d'automatisation. L'automatisation, elle va suivre des règles qui vont être bien définies en amont. On a une valeur A, on doit la multiplier par 2, ça nous donnera la valeur B. C'est comme un tableur Excel, sauf que ça va aller un petit peu plus loin que sur Excel, puisqu'on peut connecter plusieurs ponts ensemble. Ça va être, par exemple, d'aller connecter un site Internet, un logiciel, un calendrier. Il n'y a pas besoin d'intelligence artificielle partout. Et parfois, on dit, je vais mettre de l'IA sur un mot qui, en fait, va correspondre à de l'automatisation. C'est pour ça qu'on vous a fait aussi plusieurs cas avec Solène. Alors, du coup, suite à l'utilisation de l'IA, nous avons un nouveau règlement qui a été accepté, c'est l'IA Act. Donc, pourquoi l'IA Act ? En fait, il faut des règles pour réglementer tous ces usages qui sont faits avec l'IA. Si on n'a pas de règles, on ne peut pas savoir qui va être responsable. D'autant plus que l'IA va toucher énormément de citoyens, de personnes. Donc, il est vraiment très important de réglementer ça. Imaginez sur la route, si on n'avait pas de code de la route, chacun conduirait, ce serait un peu le bazar. Donc l'IA Act, quand même, est le premier règlement mondial, il faut le savoir, sur l'IA. Donc il a été créé par l'Europe. Et en fait, l'idée du règlement, c'est vraiment d'harmoniser les règles au sein de l'Europe. C'est que tous les pays européens utilisent l'IA de la même façon, dans un but de protéger les personnes qui vont être soumises à l'IA. Donc ça va être nous, les citoyens européens. On va être soumis à des outils d'IA par les entreprises européennes et même étrangères. Et donc, il faut que nos données soient protégées. Il faut qu'on ait des droits sur nos données et les décisions algorithmiques qui sont proposées par l'IA. Donc, ce règlement n'est pas fait pour faire peur aux gens ou pour limiter l'innovation. Non, au contraire, c'est fait pour encourager l'utilisation de l'IA, mais vraiment en respectant un cadre afin que les entreprises qui vont utiliser l'IA, qui vont déployer des outils ou des systèmes d'IA, aient des responsabilités et ne fassent pas n'importe quoi avec les données des citoyens européens. Donc, qui va être soumis à l'IA Act ? Ça va être toute organisation. Tu peux revenir en arrière, s'il te plaît, merci. Toute organisation professionnelle, donc européenne ou non, dont les systèmes d'IA vont être utilisés dans l'Union européenne. Donc, par exemple, une entreprise australienne qui va proposer un système d'IA auprès des citoyens, cette entreprise australienne va être soumise à l'IA Act. Donc, dans l'IA Act, on a de nombreux rôles auprès des acteurs. Donc là, je vous en ai mis vraiment deux principaux parce que sinon, on va y passer la journée. Donc tout d'abord, on a le fournisseur. Le fournisseur du système d'IA, c'est celui qui va créer, qui va vendre le système d'IA. Donc par exemple, pour ChatGPT, le système d'IA, ça va être ChatGPT et le fournisseur, ça va être OpenAI. Donc lui, le fournisseur, il doit prouver que son système est bien sécurisé, que les données qui ont entraîné le système sont de qualité et il doit tracer tout ça, documenter son système d'IA. Et de l'autre côté, on a le déployeur. Le déployeur, ça va être l'entreprise qui va utiliser un système d'IA dans son activité de tous les jours. Et donc là, on va voir ses obligations. Il va devoir notamment surveiller l'usage qu'il va faire de l'IA et bien sûr former ses équipes
à l'IA. On parle d'acculturation à l'IA qui est nommée dans l'article 4 de l'IA Act. Juste pour vous préciser, les personnes, les particuliers qui vont utiliser un système d'IA, par exemple ChatGPT, ne vont pas être soumis à l'IA Act. C'est vraiment comme le RGPD, ce sont uniquement les organismes professionnels. Donc, si vous êtes indépendant, vous avez une entreprise, vous êtes soumis à l'IA Act. Par contre, si monsieur Untel, par exemple, Ronan utilise l'IA pour organiser son mariage, eh bien là, il ne va pas être soumis à l'IA Act. Donc, ce règlement va définir 4 niveaux de risque. Et en fonction du risque, en fait, on va avoir plus ou moins d'obligations. Donc, le risque qui est tout en bas de la pyramide, le risque que j'ai appelé 4, c'est le risque minimal. Donc là, il ne va pas y avoir de contraintes. Par exemple, l'utilisation de Canva pour faire vos présentations. Là, voilà, Canva avec l'IA, ça va être un usage d'IA qui va être à risque minime. Ensuite, on va avoir le risque limité. Donc là, par exemple, un chatbot que vous pouvez mettre en place sur votre site web où vos visiteurs vont interagir avec le chatbot. Là, il va y avoir un risque, un petit risque sur ces personnes-là. Donc là, il faudra les informer. On parle de transparence. Donc ça, c'est l'article 50 de l'IA Act. On doit informer les gens qu'ils interagissent avec un chatbot à base d'IA. Ensuite, on va avoir un niveau un peu plus haut qui va être le risque élevé. Donc là, on va le voir, ça va être par exemple, dans le cadre du recrutement, c'est vraiment le gros exemple. Si on utilise l'IA pour prendre une décision à notre place, là, on va vraiment être dans un risque élevé et donc on va avoir plus d'obligations. Et ensuite, on a le niveau inacceptable. Donc là, ça va être les usages d'IA vraiment interdits. Et donc là, voilà, interdit, stop, on arrête là, on arrête tout. Alors, là, je voulais vous présenter le calendrier, même s'il n'est pas encore fixe, il évolue encore, c'est la petite particulier du règlement. Donc, l'IA Act a été adopté en 2024. Il est entré en vigueur fin 2024. Et ensuite, son entrée en application va se faire à différents niveaux. Tout ne rentre pas en application d'un coup. Donc, en février 2025, là, les IA au risque inacceptable sont interdites, donc depuis le 2 février 2025. Ensuite, on devait avoir des nouvelles obligations le 2 août 2026. Sauf que vous avez certainement entendu parler du Digital Omnibus qui est en train de revoir un peu tout ça. En gros, ça va être c'est l'Europe qui va essayer d'assouplir ces règles qui sont jugées trop strictes par certains pays. Donc là, il y a eu des propositions de fait et on est en attente du vote du Parlement. Donc, il y a encore des choses qui peuvent changer. Mais bon, aujourd'hui, voilà, c'est en cours de vote. Et donc, si c'est accepté, eh bien, la date de août 2026 est repoussée. Et la prochaine échéance, en fait, ça va être au mois de décembre 2026, où là, les fournisseurs de systèmes d'IA qui vont générer des contenus du type des images, du texte, donc des images générées par IA, eh bien, en fait, ces contenus devront être notés comme tels. Ça veut dire que si vous voyez des photos, ça devra être indiqué que ces images ont été générées par l'IA. Donc ça, c'est la prochaine échéance. Et ensuite, donc en décembre 2027, là entrera l'entrée en vigueur du règlement pour les systèmes d'IA à haut risque. Et ensuite, les autres à risque minime, ce sera un peu après. Donc là, on est vraiment en attente de ce vote-là. Voilà ce que je peux vous dire maintenant. Peut-être que demain, il y aura des nouvelles. En attendant, quand le règlement va rentrer en application, eh bien, ça veut dire que les sanctions pourront être données. Et en fait, le montant des sanctions seront
en fonction du type d'IA, en fonction du manquement, en fonction de la taille de l'entreprise, du nombre de personnes concernées, etc. Donc, par exemple, si vous utilisez une IA interdite aujourd'hui, puisqu'elles sont vraiment interdites aujourd'hui, le risque est inacceptable. Donc, il faut savoir que les sanctions peuvent aller jusqu'à 35 millions d'euros ou 7% du chiffre d'affaires mondial. Ensuite, pour les IA à risque élevé, donc qui sont autorisées mais avec un risque élevé, là, il y aura des obligations à respecter. Si ça n'est pas fait, si vous êtes contrôlé et vous n'avez pas respecté vos obligations, là, les sanctions peuvent aller jusqu'à 15 millions d'euros ou 3% du chiffre d'affaires mondial. Et enfin, on va dire les plus petites sanctions, les plus petits manquements, si vous n'informez pas les personnes et également les autorités, eh bien, les sanctions peuvent aller jusqu'à 7,5 millions d'euros ou 1% du chiffre d'affaires. Alors, pour pouvoir illustrer un petit peu comment rester conforme, on vous a préparé avec Solène 3 cas qui nous arrivent de voir assez régulièrement en entreprise. Le premier cas, c'est un client qui va venir et qui va nous dire « Voilà, je voudrais automatiser ma prospection commerciale. Donc, comment est-ce que je fais pour aller trouver des prospects sur LinkedIn, analyser et envoyer un petit message personnalisé? Est-ce que c'est possible avec l'IA ?» Dans la pratique technique, il faut faire une recherche, comme on fait sur LinkedIn, vous tapez « Je cherche des dirigeants d'entreprise sur Paris ». Ça va vous exporter une liste et à partir de là, dans la demande client telle qu'elle est formulée là, on analyse la demande, on va analyser le profil, on va décider si c'est cohérent ou pas avec la recherche appropriée et envoyer un petit message en même temps qu'on va faire une demande de connexion. Et donc, sur ce type d'agent IA, parce qu'il y a de l'IA et de l'automatisation, on va nous demander, est-ce que je suis concernée par l'IA Act et le RGPD? Et donc oui, comme il y a un agent IA, ce dirigeant sera concerné par l'IA Act. Et en plus, comme son traitement d'IA va collecter des données personnelles, il aura la chance d'être soumis à la fois au RGPD et à l'IA Act. Donc, je vous ai mis dans un tableau les obligations qui vont correspondre à chaque règlement. Donc, tout d'abord, il faudra informer les prospects que vous utilisez un outil d'IA. Donc ça, c'est l'article 50 de l'IA Act. Et pour le RGPD, c'est l'article 13. Donc, vous avez toutes les mentions obligatoires, c'est-à-dire que vous devez informer les prospects de ce que vous allez faire de leurs données, combien de temps vous allez les garder, qui va avoir accès, etc. Ensuite, vous devez les utiliser de façon proportionnée et ciblée. Donc ça, c'est le principe de minimisation qui est mentionné dans le RGPD, comme quoi on doit utiliser que les données dont on a besoin. Ensuite, il faut conserver une supervision humaine sur les messages qui sont envoyés. On doit garder un œil humain, on doit garder notre œil sur le processus. Ça, c'est pour répondre aux obligations de l'IA Act. Dans tous les cas, vous devez documenter votre usage de cet outil d'IA. Et côté RGPD, vous devez mettre à jour votre registre des traitements de données personnelles. Ça, c'est l'article 30, dans lequel vous allez dire que vous faites de la prospection avec l'IA. Donc, cet usage d'IA est à un risque limité. Donc, en résumé, je vous conseillerais de garder votre œil humain sur le processus et de bien informer vos interlocuteurs, en revanche, les personnes prospectées. Et petite attention pour LinkedIn qui réglemente certains outils d'automatisation dans CGU et qui peut bloquer votre compte. Oui, ça c'est une mention qu'on a voulu rajouter avec Solène parce que on voit de plus en plus d'outils qui permettent de faire des automatisations et des personnes qui vous vendent le fait de dire je vais aller prospecter 1000 personnes par jour sur votre compte LinkedIn. Ça, à ce volume-là, c'est parfaitement interdit. LinkedIn a une tolérance pour les automatisations uniquement quand elles sont bien faites et qu'elles passent par des outils qui sont agréés
et dans une mesure très sobre de leur utilisation. Donc, si vous commencez à vouloir prospecter 100 personnes par jour, rien que ça, déjà, vous risquez de vous faire bannir votre compte. Donc, voilà, les automatisations, c'est bien, mais il faut toujours qu'elles soient bien supervisées. Donc, attention à l'outil que vous allez utiliser. Le deuxième cas, c'est le cas que Solène présentait aussi tout à l'heure, le fait qu'on nous demande des fois de vouloir assister le recrutement par IA. C'est le cas des entreprises qui ont des très grosses campagnes de recrutement sur un temps très court, avec un temps par exemple estival, et ils veulent utiliser l'intelligence artificielle et ou l'automatisation pour s'épargner une partie du travail qui est ingrate. Donc, si je prends l'un des derniers cas que j'ai reçus, la personne voulait que l'on prenne tous les CV qui vont arriver, notamment par un système sur une fenêtre dans lequel la personne allait mettre son nom, son prénom, son email et CV, lettre de motivation. Prendre ces éléments-là, les mettre dans un tableau de suivi, stocker le document quelque part. Ensuite, une IA va lire le CV pour vérifier si la personne correspond bien à l'offre pour laquelle elle postule. Et suivant le cas, si la personne si elle correspond ou pas, de proposer ensuite d'aller, par exemple, faire un rendez-vous avec un lien Calendly. Si c'est refusé parce que, par exemple, il n'a pas le niveau d'études qui était demandé, d'envoyer juste un petit email en disant merci, mais ce ne sera pas pour cette fois-ci. Et ensuite, comme ça, l'humain, lui, il va pouvoir se concentrer vraiment à effectuer ses rendez-vous et il aura un tableau avec est-ce que les personnes, elles ont pris les rendez-vous ou pas. Et donc, dans ce cas-là, est-ce que je suis soumise aux règles de l'IA Act et du RGPD? Eh bien oui, et vraiment beaucoup soumis, on va dire, puisque là, on est dans l'usage à risque élevé. Donc, en effet, là, avec le cas de Natacha, en fait, la décision va être prise sans intervention humaine et le CV va être sélectionné en fonction de critères. Donc, vous allez avoir encore plus d'obligations à respecter de l'IA Act. Et bien sûr, comme on va collecter les données personnelles des candidats, on a également le RGPD à respecter. Donc là, on commence par la première chose, informer les candidats de l'usage de l'IA. Donc côté RGPD et également côté IA Act. Et en fait, les personnes vont avoir des droits renforcés. Ensuite, ne jamais laisser l'IA prendre la décision finale seule. C'est à vous de prendre la décision, ce n'est pas à une machine. Donc là, c'est pour les deux règlements. Ensuite, il vous est recommandé de vérifier l'absence de biais dans les résultats. C'est-à-dire qu'il faudra tester et prévenir les discriminations. Donc ça, c'est plus pour répondre à l'IA Act. Dans tous les cas, documenter au maximum ce processus. L'IA Act recommande vraiment d'avoir tout un dossier, une documentation technique de l'outil d'IA. Et ensuite, vous devez également enregistrer ce processus d'IA dans une base de données publique de l'Europe avant de mise sur le marché. Donc ça, cette base de données n'est encore pas ouverte. Alors là, ce sera soit le fournisseur, soit le déployeur qui devra déclarer cela. Ça, c'est encore un peu flou. Et enfin, comment on répond à des critères mentionnés par le règlement RGPD, là, il sera nécessaire de réaliser une analyse d'impact, puisque les deux critères qui obligent à cette analyse-là, ça va être des personnes vulnérables et un usage innovant, donc qui va être l'IA. Et si en plus, vous avez plusieurs centaines de candidats, on a le troisième critère qui va être la collecte de données à grande échelle. Donc, 3 critères sur 9 égale analyse d'impact relative à la protection des données à réaliser. C'est une analyse poussée qui va permettre d'identifier s'il y a un risque, d'évaluer en fait le risque sur les candidats par rapport à l'usage de votre outil à base d'IA.
Donc attention, si vous voulez utiliser, ou si vous utilisez peut-être déjà ce cas-là, là on est vraiment dans l'IA Act avec un risque élevé. Donc l'IA peut vous aider à présélectionner des CV, mais vraiment la décision finale doit être faite par un humain. Et le troisième cas, c'est le cas que je rencontre dans quasiment toutes les entreprises où je vais, le phénomène notamment du shadow IA, c'est le fait que l'entreprise va utiliser un chat GPT ou Claude ou Gemini avec les comptes gratuits de ces entités, ou l'usage de chat GPT copilote, n'importe quelle IA, mais de façon un peu plus réglementée avec des comptes professionnels. Et on s'aperçoit que les entreprises les utilisent pour tous les domaines. Ça va du domaine commercial, la RH, la compta, la direction. Tous ces pôles-là, maintenant, se mettent à utiliser les intelligences artificielles, que ce soit pour des choses qui sont très simples, comme relire un email pour les fautes d'orthographe, jusqu'à la rédaction des propositions commerciales, la création des factures, synthétiser toutes les données qui vont être financières. Et dans ces cas-là, elle se pose toujours la question, est-ce que je suis conforme ou pas? Et puis, si j'utilise un compte gratuit ou à titre personnel, où est-ce que j'en suis dans ces cas-là de ma réglementation par rapport à l'IA Act et au RGPD? Donc là, on parle de ChatGPT, mais il y a peut-être d'autres IA utilisées au sein de l'entreprise. Donc la première reco que je vous ferai, c'est de faire un état des lieux, de sonder les collaborateurs pour savoir quels outils ils utilisent pour ne pas avoir ce qu'on appelle le shadow IA. Alors, côté RGPD, là, ma reco, ça va être vraiment de ne pas saisir de données personnelles dans ChatGPT. C'est-à-dire pas de nom, pas de prénom, pas de CV, pas de bulletin de salaire, enfin vraiment tout document avec pouvant identifier une personne, ne pas mettre ça dans ChatGPT ou toute autre IA générative. Ensuite, je vous conseille de former les collaborateurs à l'utilisation de cet outil-là. Donc, côté RGPD, on parle d'une sensibilisation à la protection des données personnelles. Et côté IA, c'est vraiment acculturer les équipes à l'utilisation de l'IA pour pas qu'elles n'en fassent n'importe quoi, pour qu'elles aient aussi un œil critique. Hein. L'IA n'a pas la vérité sur tout, ce qui m'amène à vous conseiller donc de relire et de valider tout contenu généré par l'IA. Et ensuite, une autre bonne pratique, c'est de rédiger une charte d'usage interne de l'IA ou plus globalement une charte informatique qui va là définir des règles pour les collaborateurs. Donc là, pour utiliser une IA générative de type ChatGPT, on est dans un usage à risque minimal. Donc là, rien à faire si ce n'est qu'encadrer l'utilisation de cet outil-là. Un autre exemple aurait pu être, par exemple, l'utilisation de Canva, comme je vous disais. Là, vous n'avez rien à faire, ça n'interagit pas avec les personnes, donc vous n'avez même pas le RGPD à vous soucier. Et en plus, un petit complément, c'est que dans ChatGPT, il y a une grosse différence dans le traitement de la donnée entre l'usage du compte gratuit, un compte payant, et le ChatGPT qui est utilisé pour les automatisations. C'est encore un autre traitement de la donnée. Donc vraiment, faire appel à quelqu'un qui va vérifier si dans l'entreprise, vous utilisez correctement l'intelligence artificielle, ça va peut-être vous amener aussi à vous poser la question de qu'est-ce qui a été envoyé et par quel biais. Voilà. Il n'y a pas qu'un seul ChatGPT, il y en a plusieurs. Et donc, il faut vraiment vous poser les questions par rapport à ça. Je sais pas si Et vous dire. En plus des données personnelles donc à ne pas mettre dans ces IA, il y a également toute la documentation confidentielle. Par exemple, sur un nouveau produit, une nouvelle campagne marketing, bon, si vous voulez pas que ça passe ou que ça ressorte aux yeux de vos concurrents, je vous conseille d'anonymiser tout ça ou de ne carrément pas les mettre dans ChatGPT.
Il y a un quatrième cas, si tu veux rebondir en direct, Solène. Les personnes vont se dire maintenant, je vais installer une IA en local. Elles sont tout de même assujetties à l'IA Act, même avec une IA en local. Alors, quelle IA? Tu veux dire un chat Quelqu'un GPT? qui veut installer, c'est plus les Olama, etc. Tu sais, tu peux faire une installation en local. Je posais la question en direct, mais c'était pas prévu à la base. Mais du coup, je me dis, tiens, c'est vrai qu'il y en a qui disent, je vais me faire mon propre chat GPT en local chez moi. Mais ça reste une intelligence artificielle, même si c'est une maison. Bah là, si c'est une IA maison, du coup, il aura le rôle de fournisseur. Donc, il aura les obligations du fournisseur, c'est-à-dire au moins documenter, sécuriser le processus. Ce qu'il faut retenir, bah, du coup, je te laisse le... Donc, en résumé, l'IA Act n'est pas là pour vous empêcher d'utiliser l'IA. Hein. Non, vous avez le droit d'utiliser. Vous avez seulement plus ou moins d'obligations en fonction du risque de l'IA sur les personnes. Donc, je dirais, en résumé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de recenser donc les outils d'IA qui sont utilisés au sein de l'entreprise. Également, donc, de protéger les données que vous allez y mettre. Posez-vous la question, est-ce que ce sont des données personnelles? Est-ce que ce sont des données de sécurité? Si, par exemple, vous avez un client qui travaille dans la défense, peut-être qu'il ne va pas être d'accord pour que vous mettiez ça dans un outil d'IA. Gardez un contrôle humain. L'humain reste vraiment le maillon important. C'est vraiment lui qui va prendre la décision. Ne pas oublier de former les équipes, de les acculturer à l'IA, à l'utilisation de ces outils. Et la dernière chose, c'est vraiment le plus gros principe, on va dire, de l'IA, si vous devez n'en retenir qu'un, c'est vraiment la transparence. Donc, c'est-à-dire documenter tout ce que vous faites avec l'IA, la documentation technique, les chartes, etc. Voilà, ce sera voilà pour terminer. Merci beaucoup, Solène. Merci, Natacha. Écoutez, c'était parfait de vous entendre et c'était très très bien préparé, bravo. Est-ce qu'il y a des questions dans l'auditoire? J'ai vu que Pierre-Alexandre avait échangé sur l'utilisation. Oui, Gérard? Alors, j'avais une question. Pour les sanctions, je trouvais qu'elles n'étaient pas adaptées aux PME et que c'était plus adapté aux multinationales. Parce que quand on voit des gros chiffres du style 35 millions, voire 12 millions, même beaucoup, ça fait un peu beaucoup quand même pour une PME. Du coup, je voulais savoir s'il y avait des sanctions qui étaient adaptées aux PME. Oui, là, ce sont les montants maximum que je vous ai mis. Ok. Et donc, minimum, vous savez pas? Ah non, sinon ce serait trop facile. Mais bon, ça va être, je pense, comme le RGPD, en fait, la CNIL met les sanctions en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction de la gravité du manquement. Après, pour les startups, il y a une petite souplesse qui est accordée. Mais sinon, non, même pour le RGPD, il n'y a pas de grille faite pour les sanctions, sinon ce serait trop facile, trop simple. Parfait, merci beaucoup. Et Solène, comment ça se passe pour le RGPD en fait? Il y a des sanctions maximum aussi, et après derrière, c'est quoi? C'est un pourcentage du chiffre d'affaires, c'est ça? Et en fait, donc les sanctions vont jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial ou 20 millions d'euros. Ouais. Donc ça, c'est les grosses sanctions. Donc souvent, les TPE, PME se disent, moi, je m'en fiche, je ne serai pas touchée. Parce qu'on entend souvent, comme vous disiez, Gérard, les grosses entreprises qui vont avoir des gros montants, mais souvent qui font des choses beaucoup plus graves, d'où le montant plus élevé de la sanction. Mais il faut savoir que pour le RGPD, la CNIL a mis en place des sanctions dites simplifiées, qui sont beaucoup plus petites et plus rapides, mais qui peuvent aller quand même jusqu'à 20 000 euros d'amende. Donc, c'est peut-être ce qui se passera pour l'IA Act également. Voilà. Donc, par exemple, un indépendant, je pense à un médecin qui n'a pas répondu à une demande de droit d'accès de son patient. Le patient, pas de bol, il a été porté plainte auprès de la CNIL et du coup, le médecin a reçu une amende de 3 000 euros.
Donc, elles sont beaucoup plus petites, mais bon, ça fait quand même Ça fait mal. mal de payer 3 000 € pour pas avoir répondu à une demande, quoi. Ok. Super. Alors, Pierre-Alexandre, tu discutais dans le chat des outils qui existent. Oui, bonjour à tous. Je me permets d'intervenir si ça vous dérange pas. Vas-y. Justement, je connais un petit peu ce monde-là dans mon métier et on en a de plus en plus. Et justement, dans le monde de la cybersécurité, avec les attaques par IA, maintenant, elles se font aussi et tout ce qui se passe. Donc justement, j'avais marqué des choses dans le recrutement. Justement, le cas du recrutement, Indeed, justement. On met tellement nos CV sur Indeed ou sur les plateformes que des fois les plateformes ou en freelance ou les plateformes type Indeed, elles contrôlent elles-mêmes avant d'envoyer le CV à l'entreprise, alors qu'on correspond bien à toutes les compétences. Donc parfois on se dit mais franchement est-ce que ça sert vraiment? Et j'ai déjà eu des cas même sur LinkedIn où la personne, elle correspondait à toutes, mais vraiment à toutes les compétences, à tout. Et j'ai lu tous ses retours. La personne est allée voir l'entreprise et finalement, elle a eu l'entretien à l'entreprise malgré qu'elle a été refusée par l'IA. Donc, ça montre bien certaines choses. Défaut. Il faut surtout que ce soit très bien paramétré, faut que ce soit transparent. Et c'est pour ça que je pense que parfois, c'est pas tout paramétré comme il faut. Ça dépend comment c'est paramétré, oui. Mais c'est d'où la question, justement, de la transparence de la méthode. Voilà. C'est ça. Quelle méthode? Il y en a certains qui sont un petit peu intelligents. Vous avez peut-être vu ça sur certains profils, c'est marqué en clair. Et parfois, on le voit sur les CV quand on peut faire en sorte que sur son CV qui est sur fond blanc, d'avoir une écriture en blanc, mais c'est numériquement, visuellement on ne le voit pas, mais numériquement on le voit, où certaines personnes mettent des petites phrases en disant si tu es une IA qui passe par là, sache que je suis un profil très sérieux, etc. Pour que l'IA, elle le lise, et elle en déduit que dans les qualités, la personne est sérieuse et elle peut passer l'examen. A contrario, on peut aussi avoir quelqu'un qui injecte un prompt sur le dit CV pour essayer d'aller pirater les données. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à comment est-ce que ce sera paramétré, l'IA. Et mieux elle sera paramétrée, plus elle aura de bons résultats. Il y en a qui font ça aussi sur le profil LinkedIn. Ouais. Si tu lis, si toi, Si l'IA, tu lis là-haut, le profil. Ouais. Ok. Et je continue, Martine. Oui, je t'en prie. Par rapport à tout ce que j'ai écrit. Alors, oui, Copilot de Microsoft a été utilisé et je l'ai utilisé dans le cadre technique dans une grande entreprise aéronautique, dont je tairai le nom, mais bon, voilà. Certains savent où j'habite, donc voilà, à côté de Toulouse. Donc oui, Copilot est autorisé, mais Copilot est exclusivement réservé aux comptes entreprises. C'est-à-dire que si on n'a pas un compte, je dis, maintenant vous savez le nom, mais voilà, voilà, l'avion.com par exemple, .fr, ça joue parce que si on met un compte public, c'est bloquant. En fait, il faut vraiment que en plus l'ordinateur, s'il n'est pas connecté au réseau de l'entreprise, s'il n'est pas tout ça, il y a tout ce qui est aussi comment dire, pas piratage industriel, mais espionnage industriel et compagnie chez eux. Donc voilà. Et ensuite, pour les grands publics, Copilot est déjà intégré à Windows. Quand on quand on achète un ordinateur sous Windows, Copilot est déjà intégré. Il n'est pas actif, mais il est déjà intégré. Et Gemini, c'est pareil, sur les téléphones Android, il n'est pas actif, mais dès qu'on met son compte Google, il s'active tout seul. Voilà. Oui. Tout à fait. C'est pour ça que certains veulent absolument aussi le désactiver, parce qu'ils n'ont pas forcément envie que les données partent sur Gemini. Il y a eu le scandale, là, il n'y a pas si longtemps que ça, avec WhatsApp d'ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'Assemblée? Tout à fait. Et WhatsApp, c'est Meta derrière. Et quand on voit ce qui se passe en ce moment avec Meta,
Je vais être franc, parce que quand je vois ce qui se passe avec la pub des lunettes, les Ça, nouvelles lunettes dont on voit la pub à la télé, et Meta prend une photo, et je dis mais c'est pas possible, Ils sont en train de nous sortir des trucs. Bon, il y a Ray-Ban derrière, mais on voit que c'est tout américanisé, et en fait toutes les données vont être aux États-Unis et pas chez nous. Et ils vont pouvoir filmer les gens à leur insu. Il y a de grandes chances. C'est ça le problème, c'est qu'il y a de grandes chances. Non, merci. Pierre-Alexandre, tu as d'autres sujets ou... Ah bah moi j'en ai plein, moi. Évoqués, je dirais, en lien avec... J'en ai plein. Par exemple, dès que moi je modifie mon site internet avec mon hébergeur, moi alors avant je le faisais en code, maintenant pour faire plus vite je le fais avec l'IA. Mais c'est l'IA de l'hébergeur, c'est pas une IA autre, c'est l'IA de l'hébergeur. Je précise à dire, c'est quand on va sur, je vais dire les noms, Ionos, les autres noms et compagnie, ils ont tous leur IA pour faire le site tout plus rapidement. Voilà. Et ça, pour Solène, c'est quoi ce risque-là pour l'IA de l'hébergeur? Non, là, ça, c'est risque minime. Ouais, très bien. Il n'y a pas de prise de décision automatisée. Il n'y a pas d'interaction avec... La seule chose qu'il faut faire attention, c'est quand on va intégrer le formulaire de contact. C'est là où il faudra faire attention, parce que le formulaire de contact, c'est réception des données des personnes. Et c'est là où la RGPD intervient, c'est là où la CNIL intervient. Et si le formulaire du contact il est fait avec une IA, il y a l'IA Act qui intervient aussi. C'est ça. Je pense que c'est ça, Solène. C'est ça, oui, je confirme. J'ai bien compris, Pierre-Alexandre. On voit aussi sur beaucoup de clients le phénomène de mode de dire je vais mettre de l'IA, là où parfois il n'y a pas besoin. Si on prend par exemple l'exemple pour le CV, on aurait pu faire très bien quasiment la même chose sans passer par l'IA, avec un système simplement où le document est directement déposé sur l'espace sécurisé de l'entreprise, avec les informations mises dans un tableur ou dans un logiciel, et par le système d'ossérisation et tout simplement par recherche full text, en fait. Est-ce qu'on repère bien ces mots-là par rapport aux critères? Oui ou non? On peut déjà, même sans intelligence artificielle, faire énormément de choses en utilisant uniquement l'automatisation. Et parfois, quand on a vraiment peur de l'IA Act ou que l'IA prenne nos données, ça peut être intéressant de revoir certaines ambitions légèrement à la baisse ou en articulant juste différemment. Au lieu de faire une automatisation, peut-être simplement utiliser une macro sur Excel. Voilà, par exemple, ça c'était le cas que j'avais ce matin, où avec juste une macro et les formules qui vont bien, on pouvait tout automatiser. Ça passe pas par IA, ça reste en local, et l'entreprise, elle est certaine que ces données ne partent pas quelque part. C'est plus compliqué de faire une automatisation ou ça dépend, en fait, il faut tout réfléchir en amont. Si la donnée, elle doit vraiment être très sensible, ça vaut parfois le coup de se dire, voilà, on va se poser une demi-journée ou une journée supplémentaire pour vérifier ce que l'on peut faire sans l'IA. Voilà. Est-ce que l'IA ou pas? L'IA, par la promotion qui en est faite, on a l'impression que tout va être simple, tout va être facile, ça va être claquement de doigts et tout arrive facilement. Ce qui n'était pas forcément, quand l'automatisation est arrivée, ce n'était pas forcément la promotion qui était faite d'automatisation. Donc peut-être que les gens ils penchent vers l'IA parce que ça paraît plus simple, plus facile. Parce que c'est un mot magique derrière lequel on met aussi un petit peu tout et n'importe quoi. C'est une espèce de boîte noire, et on en revient à ce que disait Solène tout à l'heure. Il faut être transparent sur tout ce que l'on fait, bien documenté. Tu disais la documentation technique, Solène, tout à l'heure, ne serait-ce que dire, voilà, entre telle version et telle version, j'ai fait telle modification parce qu'il y a eu tel cas d'erreur. Donc ça, au moins, ça permet de documenter ce qui a été fait. Voilà, on ne sait pas demain comment va évoluer encore l'IA Act, parce que là, ce que tu disais, il y a encore des évolutions. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, peut-être qu'on nous demandera des choses qui vont être encore plus précises, et prendre le temps déjà de tout marquer techniquement, ça permet d'avancer plus vite.
que plus tard, on puisse être conforme si l'évolution, elle arrive. Et suffit que vous ayez quelqu'un d'autre dans l'entreprise qui devra reprendre le relais du pilotage de l'IA, parce que c'est pas parce qu'il va y avoir une IA qu'on n'a plus besoin de s'en soucier. Hein. Comme tu l'as dit, il faut absolument vérifier ce qui va être fait. Hein. Derrière, l'IA va nous libérer du temps, mais il faut malgré tout mettre un temps qui va être au pilotage, à vérifier que tout fonctionne bien, à améliorer le système. Et ça passe aussi par le fait que si demain un salarié n'est plus là pour piloter son IA, qu'un autre puisse prendre le relais et avoir la documentation nécessaire pour pouvoir faire le suivi. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement documenter un processus? C'est quoi qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu as, par exemple, un besoin, tu pars du besoin sur lequel on va travailler. Par exemple, si on reprend le cas des CV tout à l'heure, quel était le besoin? Techniquement, comment est-ce que l'on va découper ce besoin en termes d'automatisation? Sur quel système ça va être hébergé? Combien de temps ça va tourner? Quel est le code qui va être mis derrière? Quelle est l'IA qui a été utilisée? Pourquoi est-ce qu'elle a été utilisée? Quelles sont les mesures de sécurité? Voilà, toutes ces questions-là, en fait, elles sont importantes. D'accord, ok. C'est un document, en fait, papier ou numérique, dans lequel sont apportées toutes les réponses aux questions que vous avez. Et d'ailleurs, moi, ce que j'aimerais de l'IA Act plus tard, Solène, tu sais peut-être si ça va vraiment arriver bientôt, mais un vrai document très formel, parce que chacun le fait un petit peu à sa sauce. Il y a des sauces plus ou moins bien épicées suivant les développeurs. Oui, ça, ce serait top. Après, je pense que ça va arriver au fur et à mesure, comme la CNIL, pour le RGPD, en fait, la CNIL fournissait au fur et à mesure des documents pour nous aider dans la conformité. Donc je pense que ça va venir aussi. Oui, Pierre-Alexandre? J'ai à intervenir parce que j'ai entendu le mot magique, développeur. Alors, je connais le monde du web et je suis jury d'examen pour les développeurs et les concepteurs-développeurs d'applications. Et l'évolution du titre se fait de plus en plus. C'est-à-dire quand on parle, nous, on préfère une automatisation que l'IA. Nous, on préfère justement, en tant que jury d'examen, voir que le candidat puisse vraiment comprendre son code et comment il automatise au mieux, j'ai bien dit automatiser, au mieux, pour que ça aille au plus vite. Et ensuite, derrière, on regarde, et maintenant c'est une obligation du ministère du Travail et de l'AFPA, c'est qu'on regarde le mot sécurisé parce que maintenant c'est marqué dans les compétences. Si c'est pas sécurisé, on ne peut plus donner le titre. Donc même maintenant, les mots de passe doivent être cryptés, les données sensibles doivent être cryptées, et donc ils ont des notions de cybersécurité plus renforcées qu'avant. Et même plus on monte dans les titres professionnels, plus la notion de sécurité est renforcée, que ce soit la sécurité des machines comme la sécurité des données. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou remarques, compétences, commentaires, pardon? Bien. En tous les cas, nous sommes là pour continuer les échanges. Si vous avez besoin d'un conseil, n'hésitez pas à reprendre contact. Ce sera avec plaisir de vous aider dans ces domaines qui sont encore naissants, hein, mais qui sont pourtant en voie d'évolution. Donc, tout n'est pas encore écrit, mais en tout cas, voilà, on vous remercie pour cette participation et puis j'espère à une prochaine fois. Vous avez, c'est un peu l'idée de vous tendre la perche, hein, pour un conseil. On vous propose en fait, les professionnels Solène et Natacha vous proposent 30 minutes offertes pour justement faire le point sur vos usages IA et votre conformité. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. J'ai pas le QR code, par contre. Oui, non, finalement, on n'avait pas fait le QR code, mais c'est par le biais de Numiconsult que vous pouvez reprendre contact. Nous, on va vous faire un mail de remerciement et vous pourrez y répondre
pour prendre contact avec nous et prendre quelques instants pour échanger sur votre cas particulier. En tous les cas, vous avez toujours la possibilité de voir le replay. Je vous ai mis le formulaire qui allait bien pour le recevoir. Et puis, merci Natacha, merci Solène. Merci à tous. Ouais. Et merci à vous tous. Au revoir et à un prochain webinaire. Bon été. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.